Le film Super Mario Bros. Galaxy s'apprête à sortir en salle. Et tout comme le premier film, celui-ci va probablement rencontrer un énorme succès aussi. Parce que Nintendo n'a pas seulement réussi à mettre Mario sur grand écran en 2023, ils ont aussi résolu un problème que Hollywood n'a pas réussi à résoudre depuis des décennies. Ils ont brisé la malédiction des adaptations de jeux vidéo au cinéma. Et le film Galaxy va prouver que ce n'était pas un coup de chance, et que ce n'est que le début. Pendant des décennies, les films adaptés de jeux vidéo étaient essentiellement une blague. Peu importe la popularité du jeu ou la fidélité du public, la version cinéma du jeu était presque toujours ratée. Même lorsqu'il n'était pas catastrophique, il semblait à côté de la plaque. Il prenait quelque chose que des millions de personnes aimaient déjà et le remodelait pour le rendre plus cinématographique, plus sombre, plus dur, plus réaliste, plus compliqué. Et dans le processus, quelque chose disparaissait. La magie. Et pendant des années, littéralement des décennies, Hollywood n'a cessé de détruire cette magie. Au point que réussir une excellente adaptation de jeux vidéo semblait devenir une impossibilité scientifique, ça ressemblait vraiment à une malédiction. Et le plus drôle, c'est que Mario n'a pas seulement brisé la malédiction, il l'a aussi commencé. Au début des années 90, Mario était déjà une icône mondiale, le visage de Nintendo et la mascotte de toute une génération. Et en 1993, Hollywood l'a eu. Ouais, mais ils l'ont vraiment eu. Qu'est-ce que ça veut dire? Je l'aimais bien moi aussi. Attends, qu'est-ce que tu veux dire par « ils l'ont eu » ? Voici Mario et Luigi, deux des super-héros les plus improbables du monde, dont l'habileté avec les tuyaux et les clés à molette les entraîne dans un voyage incroyable vers un univers parallèle fantastique où ils affrontent un roi lézard fou pour sauver une princesse, un pendentif et la vie. Telle que nous la connaissons aujourd'hui. Soyons honnêtes, le film original Super Mario Bros. Occupe une place nostalgique étrange dans le cœur de beaucoup d'entre nous. C'était nul, mais nous étions des enfants. Et nous voulions tellement qu'il soit bon que nous nous sommes un peu forcés à ne pas le détester. Si vous voyez ce que je veux dire, et si jamais vous voulez creuser un peu, les coulisses de la création de ce film sont absolument folles. Mais bref, le producteur du film de 1993 s'est envolé pour le Japon et a obtenu les droits de Super Mario Bros. Pour seulement 2 millions de dollars, alors que d'autres studios offraient bien plus. Le président de Nintendo à l'époque, Hiroshi Yamauchi, a donné son accord et a essentiellement cédé le contrôle créatif total. Roland Jaffé, producteur du film, a déclaré que Nintendo le voyait surtout comme une expérience étrange et le réalisateur a confirmé leur quasi-absence d'implication. Shigeru Miyamoto n'a eu qu'une réunion avec les réalisateurs. Et c'est tout, ce qui paraît fou quand on voit comment Nintendo fonctionne aujourd'hui. C'est comme « Hé, voici des billets. On peut utiliser votre licence la plus populaire pour un film. » Et Nintendo répond juste « Ouais, peu importe. Sortez de mon bureau. » Mario était aux mains d'Hollywood, et le résultat ne ressemblait guère au royaume champignon. Au lieu de couleurs vives et de mondes féeriques, on a eu d'Inoaton dystopiques, des lézards à petite tête, des sbires en manteau de cuir et une ambiance cyberpunk industrielle. Les scénarios étaient sans cesse réécrits. Les studios voulaient quelque chose de plus sombre et mature. À un moment dans le scénario, une scène se déroulait dans un club de striptease. Les acteurs étaient malheureux. Bob Hoskins l'a qualifié de pire film qu'il ait jamais fait, et le film a été un échec au box-office. Les critiques l'ont démoli, les fans l'ont détesté. Mais dans l'ensemble, le vrai dommage n'était pas l'argent, c'était la confiance. Nintendo avait accordé une licence pour son personnage le plus important, et l'a vu être transformé en quelque chose de méconnaissable. Et pendant près de 30 ans après cela, Nintendo a refusé de laisser cela se reproduire. Pas de film Zelda, pas d'adaptation de Metroid, pas de seconde tentative pour Mario. La malédiction avait commencé avec lui, et Nintendo ne s'est pas arrêté juste parce que son film a échoué. Les films adaptés de jeux vidéo continuent ainsi d'échouer. Vraiment tous. Street Fighter, Mortal Kombat, Doom, Max Payne, Far Cry, Blood Rain, House of the Dead, Prince of Persia, Assassin's Creed. Même les exceptions qui n'ont pas fait un flop, comme Resident Evil, n'ont pas réussi à capturer ce que les fans aimaient dans les jeux. Et à un certain moment, il faut se poser une vraie question. Comment prendre un média interactif, quelque chose construit autour de l'action du joueur, du mouvement et du contrôle, et reproduire cette même magie dans un média où le public reste simplement assis à regarder. Parce que les jeux ne sont pas seulement des histoires, ils reposent sur la participation du joueur, et un film ne peut pas offrir ça. Alors les studios essayèrent de compenser en rendant l'histoire plus sombre ou plus mature, en la surchargeant de l'or, ou en la réinventant complètement. Presque chaque fois, les fans répétaient « ce n'était pas comme le jeu ». Dans les années 2010, il était admis que les films tirés de jeux vidéo étaient nuls. La malédiction était partout et Nintendo restait à l'écart, mais Mario allait la briser. Pendant près de 30 ans, ils ont refusé d'accorder la licence de leurs personnages pour des longs métrages, en live-action ou animation. Les propositions affluaient, mais ils refusaient toujours.
Miyamoto y était clairement opposé. Après cet échec de 1993, il ne voulait plus confier les personnages de Nintendo à quelqu'un d'autre, en espérant qu'il les comprenne. Même lorsqu'il a testé l'animation comme avec les courts-métrages Pikmin, il l'a gardé en interne, toujours à petite échelle et contrôlé. Mais ce qui a changé, ce n'est pas Hollywood qui est devenu plus malin. Ce n'est certainement pas Hollywood qui est devenu plus malin. C'est Nintendo. En réalisant ce qu'ils avaient failli perdre, en rééditant sans cesse des jeux classiques via la console virtuelle, Miyamoto a remarqué quelque chose, ces univers ne périment pas. Des décennies plus tard, les gens jouaient toujours à Mario. Et cela a suscité une autre question. Ce n'était pas « devrait-on faire un film Mario ?» C'était plutôt « comment permettre à ces créations de vivre ?» Au-delà du matériel, les jeux dépendent des consoles. Les films, n'existent-ils pas de façon permanente? Quand Nintendo a décidé de revenir au cinéma, ce n'était pas pour chercher la validation d'Hollywood, mais pour préserver son œuvre. Grâce à leur partenariat sur Super Nintendo World, Miyamoto a rencontré Chris Meledandri, le PDG d'Illumination. Et ce qui l'a marqué, ce n'était pas l'ambition, mais l'honnêteté. Meledandri a parlé ouvertement de ses échecs passés. Et ils se sont même mis d'accord sur une règle simple. Si le film n'était pas intéressant, ils arrêteraient. Et à peu près à la même époque, l'industrie elle-même montrait des signes d'apprentissage. Sonic, le film a sorti sa première bande-annonce, et Internet a complètement explosé à cause du design de Sonic. C'était quoi, miaou? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Un truc que les fans ont absolument détesté? Mais au lieu de s'entêter, le studio a vraiment écouté. Ils ont redessiné Sonic et refait l'animation du film, ce qui a été un engagement très coûteux. Ça montrait qu'ils respectaient vraiment le personnage. Et même si cette vidéo parle de Mario, il faut reconnaître le mérite de Sonic ici. Parce que Sonic, le film a été la première adaptation de jeu vidéo à connaître un tel succès à cette échelle. Il a respecté la licence, il a cartonné au box-office, il a été très bien accueilli par la critique et les fans l'ont adoré. Sonic a prouvé que la malédiction pouvait être brisée, mais Nintendo ne cherchait pas à la briser. Il voulait s'assurer qu'elle disparaisse définitivement, ce qui demandait plus qu'une simple refonte. C'est là que tout change, car la différence en 2023 peut se résumer en 3 mots: protéger la magie. En 1993, Nintendo a accordé une licence pour Mario. Ils ont encaissé un chèque, et Hollywood a pris le contrôle. En 2023, Nintendo n'a pas accordé de licence pour Mario. Ils l'ont protégé et étaient des coproducteurs, partageant le budget de production à 50-50 avec Universal. Investir financièrement, c'est avoir du poids, pas juste consulter. Miyamoto n'était pas là par courtoisie, il était pleinement impliqué. La direction de l'histoire, le ton des personnages, la construction de l'univers, les références au jeu, tout passait par Nintendo. Et ça change ce qui est accepté, si quelque chose semble étrange, ça ne passe pas. Et maintenant, Illumination prend tout son sens. Illumination est souvent critiquée pour sa prudence. Ils ne prennent pas les risques artistiques que Pixar et DreamWorks prennent, mais jouer la sécurité était justement le but. Nintendo ne voulait pas d'un studio d'auteurs essayant de réinterpréter Mario de façon psychologique, il voulait être un partenaire capable de rester fidèle à l'œuvre originale. Dans des limites bien définies, Illumination crée des films soignés, fiables commercialement et adaptés à toute la famille. Cette réputation montrait qu'il n'allait pas se disputer avec Nintendo sur le ton, et Miyamoto parlait ouvertement d'autre chose. La peur. Pas la peur d'échouer au box-office, mais la peur de répéter la même erreur. La distance entre le créateur et le personnage. Même le réalisateur du film de 1993 a admis plus tard que si Miyamoto avait été plus impliqué, certaines décisions ne se seraient pas retrouvées à l'écran. Et c'est en quelque sorte toute la leçon. On protège la magie en étant là lors des décisions, pas en comptant sur la compréhension des autres. Mais que signifie vraiment protéger la magie? En pratique, mais cela ressemble à de la retenue. Dans le film de 2023, le royaume champignon n'est pas réimaginé. Il ressemble à ce qu'il est dans les jeux. Les power-ups, la route arc-en-ciel, le château de Bowser, ils n'ont pas réinventé ces éléments, seulement adaptés à l'écran pour que les fans s'y retrouvent tout de suite. Les personnages secondaires, les sons, les références subtiles, autant d'éléments que les spectateurs occasionnels ne verront pas. Le film regorge de détails tirés de 40 ans d'histoire de Mario, mais d'une manière qui n'interrompt pas le rythme du film. Koji Kondo, le compositeur original de Mario, a participé à la bande-son, mais il s'agissait d'un équilibre. Au lieu de vous bombarder de nostalgie toutes les 5 minutes, les thèmes sont subtilement intégrés à l'orchestration. Vous les reconnaissez émotionnellement avant de les enregistrer consciemment. Le cerveau les reconnaît avant que vous ne les identifiez consciemment. Cela évoque la nostalgie sans vous sortir du film, là où les adaptations de jeux vidéo échouèrent souvent. Les fans veulent eux des films proches des jeux, mais ceux-ci sont interactifs. Impossible de donner une manette au public. Pendant des années, les studios ont essayé de résoudre ce problème en copiant les mécaniques, en ajoutant un plan en vue à la première personne, en imitant un HUD, en mettant en scène une séquence d'action, comme dans le gameplay,
mais ça n'a jamais vraiment fonctionné. Il a donc fallu équilibrer ce qu'il fallait adapter et ce qu'il fallait écarter. Dans le film Mario, le parcours d'entraînement évoque un niveau par son rythme, ses tentatives, ses échecs, ses nouveaux essais et sa progression. La séquence de cartes ressemble à une course grâce à l'élan et à la progression de l'histoire, pas parce que la caméra simule la conduite. Ils ont retenu ce qui transmet de l'émotion et écarté ce qui ne marche qu'en appuyant sur des boutons. Donner aux personnages des voix actualisées était un risque, mais honnêtement, est-ce que la voix simple de Mario dans le jeu aurait vraiment convenu à un film? Nintendo a pris une décision réfléchie en changeant cela, mais a tout de même inclus quelques caméos de Charles Martinet pour les fans. Que vous ayez aimé ou non la voix de Chris Pratt, il est indéniable que Jack Black, dans le rôle de Bowser, a énormément apporté au film. Il y avait une véritable réflexion sur ce qui, exactement, des jeux seraient intégrés dans les films, ainsi que sur la manière et la mesure dans lesquelles cela serait fait. Et le film a séduit toutes les générations de fans de Mario, des parents qui ont grandi en jouant sur la NES aux jeunes enfants, dont la première console était la Nintendo Switch. Si le premier film a montré que Nintendo pouvait préserver la magie, la suite révélera s'ils peuvent l'étendre sans en perdre le contrôle. Super Mario Galaxy était ingénieux. C'est l'un des épisodes les plus populaires de la franchise, avec déjà une dimension cinématographique à l'échelle cosmique. La profondeur émotionnelle de Harmony fait déjà partie du canon. Solitude, espoir, renaissance. Cela élargit la tonalité sans changer l'identité de Mario. Il y a aussi Yoshi, un des personnages les plus aimés de la franchise, et ils ne l'ont pas intégré à la hâte dans le premier film. Donc, s'il joue un rôle majeur dans Galaxy, cela ne donnera pas l'impression d'un simple fanservice, ce sera mérité. Et on peut déjà voir l'avenir se dessiner. Zelda est en développement, en prise de vue réelle, avec un ton complètement différent, plus mythique et ancré, des exécutions différentes, mais le même principe, protéger la magie. Pendant des décennies, Hollywood a traité les jeux vidéo comme un matériau à remodeler. Donc en retour, Nintendo a traité Mario comme quelque chose qui devait être traduit avec précaution. Mario a lancé la malédiction en 1993, mais il l'a brisée en 2023. Et si Galaxy tient ses promesses, Mario définit vraiment comment les films adaptés de jeux vidéo devraient être réalisés. Pas en se réinventant, mais en refusant que quelqu'un d'autre le fasse à sa place. Dites-moi en commentaire si vous attendez le film Super Mario Galaxy.